Eric Elfen, bonjour. Bonjour. On parle de vous comme le juge Alphen, médiatisé pour la conduite d'affaires éclatantes et spectaculaires, ou aussi comme homme politique. Il convient de parler davantage d'Eric Alphen, écrivain. Ce 13e livre le prouve grandement. Je vous croyais plus rugby que foot, et puis vous nous plongez dans l'univers du foot. C'est par passion ou pour les nécessités du roman? Bon, je suis rugby, je suis foot, je suis athlétisme, je suis tennis, je suis beaucoup les sports en fait, et le football particulièrement, puisque j'ai été pendant des années membre de la commission juridique de la Ligue de football, Ah, quand même. commission qui s'occupait de gérer les contrats entre les clubs, et, enfin les soucis des contrats entre les clubs et les joueurs. Et à ce titre, j'avais été chargé à l'époque par le président de la Ligue, Noël Le Graët, d'enquêter sur l'affaire VAOM au moment où c'était sorti pour voir si ça tenait ou pas. Oui, Et donc, je suis quand même baigné dans le foot depuis pas mal de temps. ah ouais, donc vous connaissez ça par cœur. Et ça se sent dans ce roman, Les Divisions, Éric Alphen, publié chez Bûcher-Chastel. Alors, c'est l'histoire de Mehdi Azam, qui est footballeur professionnel. Il est taiseux, concentré sur sa carrière. Il a passé un temps en Grande-Bretagne, passage avorté par le Covid. Et puis, il a rejoint le club de Reims. Grand train de vie, une Aston Martin, une jolie maison piscine, une jolie femme, Jessica, 2 filles, tout roule. Mais Jessica quitte le foyer conjugal et porte plainte auprès du procureur de la République pour violence conjugale. Et ce sera le grand lynchage, le grand déballage et l'impossibilité pour Mehdi de se défendre. Et alors là, vous donnez une description de la société. Quand on va dans le trou, on va dans le trou, hein. Le trou, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai volontiers pratiqué l'ellipse et l'absence de résolution des interrogations, parce que je pense que c'est comme ça que ça marche malheureusement dans notre société et à notre époque. C'est-à-dire que on lance une information, et puis personne ne cherche à creuser, à savoir si elle repose sur quelque chose ou pas. Personne ne cherche vraiment à essayer de comprendre, ou en tout cas de cerner les protagonistes. Et du coup, je me suis dit que dans un roman où il y a de nombreux personnages, de nombreuses intrigues et sous-intrigues, c'était assez bien vu de représenter ainsi notre société par le moment où on ne cherche pas à savoir, à connaître la vérité. Je vous cite, sans se donner la peine d'effectuer un début de vérification, mot en voie de disparition dans le vocabulaire journalistique, sans le moindre respect de la présomption d'innocence, tout ce beau monde de journalistes, animateurs, commentateurs, intervenants récurrents spécialisés en tout, prenait fait et cause pour la plaignante devenue victime. Cette icône des temps modernes, laquelle victime, qu'en l'occurrence on n'avait pas encore vu ni entendu, disait forcément la vérité et avait forcément raison. La victime érigée en statut dans notre société d'aujourd'hui. C'est un peu le revers de la médaille MeToo, c'est-à-dire que effectivement, à partir du moment où la parole se libère et où la grande majorité des plaignantes sont réellement des victimes, on a tendance à étendre leurs paroles comme étant, si j'ose dire, paroles d'évangile. Et du coup, on n'a plus le droit de mettre en doute les détails qui sont donnés par les plaignantes. Et c'est ça qui m'a aussi intéressé, c'est-à-dire que ce que dit Jessica, personne ne cherche à savoir réellement ce qui s'est passé. Le mis en cause, Mehdi lui-même, ne se pose qu'à peine la question. Et vous avez dit qu'il était taisant, mais c'est vrai, il se laisse porter par les événements. Il ne cherche finalement pas à Et on ne peut rien lutter, faire. parce que justement, quand il y a une telle vague, je crois qu'effectivement, on ne peut pas faire grand-chose. Je vous cite encore. La référence à MeToo était venue à point pour rappeler à Aurélien Pille, donc Un si journaliste. c'est un journaliste, on va y revenir, était venu à point pour rappeler à Aurélien Pille que tout regard pouvait passer à présent pour un harcèlement ou une agression. La mode ne favorisait pas les cœurs à prendre, elle les enfermait dans une solitude qui, un jour ou l'autre, pourrait s'avérer dangereuse. Il y avait eu de la séduction, du risque, du charme, des aventures et de l'aventure, quelques succès et beaucoup d'échecs. Maintenant, il n'y avait que des interdits et des faux-semblants. L'absence d'humanité était criante. Rares étaient les nuits où il ne se réveillait pas en sursaut, haletant, se demandant comment il serait capable de continuer à arpenter ainsi, seul, désespérément seul, son chemin vers la vieillesse, alors qu'il n'avait que 42 ans et encore un bon bout de route à parcourir malgré tout. Cet enfermement dans la solitude lié à MeToo et en même temps le temps qui avance pour nous fracasser dans le mur de la vieillesse, c'est quand même quelque chose de terrible que vous nous décrivez là et de tellement juste.
Alors, déjà, je vous remercie de lire parce que c'est vrai que quand on écoute, on se dit qu'on n'écrit pas si mal que ça, en fait. C'est vrai que Mais c'est ça très sonne bien pas mal. écrit, je tiens à le Ça dire. sonne- Aux auditeurs, ça se lit, mais vraiment comme Paris Match, hein. Merci. Et en tout cas, c'est vrai que euh, le paradoxe de la transparence extrême, du fait que toute sortie, même la plus légère, du cadre et des frontières est interdit, c'est vrai que du coup, les gens n'osent plus rien. Or, l'humanité dont je parlais dans le livre, c'est vrai que l'humanité, elle résulte aussi des gens qui sortent un peu du cadre le plus strict, des gens qui osent, des gens qui vont vers l'autre. On n'ose plus aller vers l'autre, en fait. Et du coup, comme on ne va plus vers l'autre, l'autre ne vient plus vers soi, et on se retrouve seuls, les uns à côté des autres, dans nos petites divisions. Et du Mais coup, avec le téléphone portable à la main. le téléphone portable qui isole, c'est-à-dire que on ne va plus vers l'autre. Moi, je suis frappé par ces images dans les musées où les gens sont devant la Joconde ou des tableaux Renaissance, et au lieu de regarder le tableau, ils regardent leur téléphone en train de photographier le tableau. Ça devient hallucinant. Pour revenir à la suspicion, c'est Pascal Bruckner, dans son précédent livre, qui disait que le sexe fort était devenu le sexe suspect. Et effectivement, regarder quelqu'un, c'est déjà, c'est presque du harcèlement. Mais sauf que c'est pas que le sexe fort, c'est-à-dire que les deux sexes, si je puis dire, n'osent plus se regarder, tenter de se séduire. La séduction, c'est vrai que en vous écoutant me relire, j'avais oublié que j'avais écrit ça, mais c'est vrai que la séduction a disparu et c'est dommage parce que qu'est-ce qui fait le charme de l'humanité si ce n'est la séduction qu'on peut regarder ou trouver dans l'autre? Mais bien sûr. Ouais. Alors, avec les footballeurs, vous n'êtes pas tendre, hein. Je vous cite, les footballeurs, malgré leur vénération pour la famille, celle dont ils étaient issus et celle qu'ils se hâtaient de reproduire, réagissaient comme des gamins. C'est des gamins, les footballeurs? Déjà, ils sont en âge presque d'être gamins parce qu'ils sont Oui, ils sont très jeunes. jeunes. On l'oublie souvent, mais dans les centres de formation, ils ont 14-15 ans. Quand ils arrivent parfois en équipe première devant les micros et les caméras, ils ont 17-18 ans. Mbappé, on oublie qu'il a encore l'âge d'être adolescent. Et du coup, ils sont pratiquement grandis ils ont grandi trop vite. Trop vite. Je vous cite encore. Eh bien, les footballeurs étaient pour la plupart des adolescents attardés, incapables de se prendre en charge, ne pensant qu'aux droits et jamais aux devoirs. Ça, c'est pas que les footballeurs, hein. Non, mais On là, revendique des droits, mais c'est vrai que les footballeurs. Ce qui m'intéresse quand même dans le football, pour reprendre votre question du début, c'est que par rapport à d'autres sports, c'est un sport de mixage et de mixité où les gens issus de la province, de la banlieue, des quartiers défavorisés, des quartiers plus huppés se retrouvent, où les nationalités se côtoient, si ce n'est se mélangent. Et du coup, c'est un vrai laboratoire du vivre ensemble, où ça devrait l'être en tout cas. Et c'est en ça que ça m'a intéressé de décrire ce milieu-là par rapport à celui du rugby, par exemple, qui est un peu moins ouvert. alors il y a plein de personnages qui tournent autour de cette affaire. Il y a notamment Charlotte Bergougnan, qui est féministe, qui est une guerrière. Et alors, elle qui réfute complètement la présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'il y a une victime, il n'y a que la victime qui est intéressante. Quant à l'homme, le harceleur ou le violent, alors là, on ne peut que l'accuser. Je vous cite encore. Dans le top 5 des expressions préférées des malandrins et autres petites frappes du pays des hommes figurait cette présomption d'innocence mise à toutes les sauces pour accommoder sur place et lâcheté. Elle autorisait les policiers, cette locution, à ne pas prendre au sérieux les plaignantes, les procureurs de France et de Navarre, à classer sans suite leurs plaintes, les dirigeants des chaînes de télé et de radio, à maintenir en place les journalistes et les animateurs qu'avaient pourtant dénoncé plusieurs salariés et stagiaires, les spectateurs, à continuer de lire et d'aller voir les livres et les films d'auteurs ou des cinéastes voyous. Se retrancher derrière elle équivalait pour Charlotte à une présomption de complicité. Quant à l'accusation de chantage, mieux valait de ne pas y répondre. C'est terrible. Alors, en fait, chaque scène est montrée par le point de vue d'un ou Absolument. d'une des personnages. Charlotte Bergougnan, elle est vraiment... on peut pas dire que j'ai des atomes crochus avec elle. Non, mais vous À la la- à la- décrivez très bien, parce À qu'elle n'est l'inverse, pas caricaturée. j'ai voulu effectivement vraiment me mettre à sa place. Ah ouais. Et je trouve que effectivement,
il y a des choses sur lesquelles elle a raison. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la présomption d'innocence, évidemment, doit jouer et doit protéger ceux qui sont mis sur le devant de la scène. Mais parfois, ça explique qu'on continue à faire comme si de rien n'était. Et je pense par exemple aux ministres mis en examen qui sont allègrement maintenus en poste au nom de cette présomption d'innocence qui parfois peut choquer le spectateur et même les lecteurs. Et lecteurs. Oui, mais la présomption d'innocence, enfin, elle est quand même réelle. Or, aujourd'hui, on passe complètement outre. On est d'accord. Alors, effectivement, c'est ce que disait Aurélien Py juste avant. C'est-à-dire que maintenant, quand on est accusé, on est coupable. Et là aussi, le juge que je suis ne peut pas ne pas rappeler que la présomption d'innocence existe, Eh oui. que c'est pas parce qu'il y a mise en accusation, mise en examen qu'il y a culpabilité, et que du coup, il faut rester prudent. Et Et laisser travailler la justice. laisser travailler la justice. Et au moment où j'écrivais ce livre, il y avait un footballeur français qui était mis en cause en Angleterre, Benjamin Mendy, qui a fait de la prison, de la détention provisoire, qui a été mis en cause par 2 ou 3 femmes. Et finalement, tout récemment, il a été acquitté. Et malgré cet acquittement, il a été pris, engagé par le club de Lorient. Et ben, on fait reproche à Lorient de le faire jouer, alors que, je rappelle, il a été acquitté. Donc, ça devient problématique. C'est-à-dire que non seulement il y a présomption de culpabilité, mais y compris contre la décision de justice, cette présomption, elle perdure. Et ça devient inquiétant. Mais c'est même terrifiant. C'est-à-dire que le tribunal, C'est-à-dire que la justice, le tribunal judiciaire est a été sans voix. supplanté Absolument. totalement par le tribunal des médias. Alors, ce pauvre Aurélien, qui est un journaleux, enfin, il fait plutôt du blog, et puis il rentre dans cette affaire incroyable, de cette affaire de Mehdi. Bon, il joue un peu sa carrière là-dessus, donc il est assez content d'être aux premières lignes et d'aller enquêter dans votre roman. Oui, parce qu'il sort un peu de l'ombre et Et du oui. rang, oui, grâce à ça. Mais c'est un homme extrêmement touchant, extrêmement seul. Alors, vous le trouvez touchant, il y en a d'autres qui l'ont trouvé assez antipathique, profitant d'une affaire pour essayer de se faire mousser. Ça prouve que, effectivement, j'ai essayé de respecter les équilibres, mais moi, je l'ai trouvé très sympa. Mais d'ailleurs, bon, je vais pas faire du Flaubert avec Madame Bovary, c'est moi, mais tous les personnages, ils ont un peu de moi quelque part. Et en tout cas, même s'ils sont plutôt antipathiques pour le lecteur, pour moi, je les ai tous trouvés assez sympathiques et assez attachants. Eh ben moi aussi. Donc je vous Non, trouve mais très merci. sympathique et attachant, Éric Alphen, pour votre roman Les Divisions chez Buchet-Chastel. Je reviens justement à Aurélien. Il rencontre Albertina. Alors, Albertina, elle est agent. Albertina, c'est l'agente de Mehdi. Ouais. Et par ailleurs, elle est extrêmement jolie. Elle est très très belle. Et Aurélien Py, qui est complètement solitaire, comme vous l'avez dit, d'un seul coup, il craque complètement pour elle, ce qui n'est évidemment pas partagé, le pauvre. Et du coup, il perd un peu la tête, il continue à rentrer dans une cause qui n'est pas forcément la sienne. Et en tout cas, ça m'a intéressé de montrer qu'encore maintenant, quand même s'il n'y a pas les regards et les partages, on peut toujours flasher. Et on peut avoir un cœur tendre. Je vous cite, avoir quelqu'un à qui penser. Se lever le matin avec facilité, comme tiré du lit par un fil magique. Déguster en vadrouilleur l'étirement des heures. Se montrer d'une efficacité insolente au travail. Se coucher sans crainte ni angoisse. Sans ce regret habituel d'avoir gâché sa journée. Sentir son propre cœur battre timidement, en flageolant comme s'il naissait. Avoir quelqu'un à qui penser. Et puis était arrivée Albertina. Depuis leur rencontre, non seulement il pensait à elle, mais il ne pensait qu'à elle. À ses yeux, à sa voix, à ses jambes, à l'émotion qu'il avait sentie éclore rien qu'à se trouver à côté d'elle, à l'envie qui le tenaillait de la revoir. Son monde s'en trouvait élargi, son âme magnifiée. C'est ravissant. Merci. Non, mais c'est ravissant. Non, mais c'est vrai parce que on sent ce cœur battre, on sent que dans ce monde de dingue, dans ce monde extrêmement cruel, violent, où la présomption d'innocence est mise en l'air, où ce footballeur, on va pas tout raconter parce que le dossier est épais, mais enfin, on peut aussi le comprendre, où Jessica, elle est perdue, où ses parents, les parents de Jessica, enfin, qui sont des gens très bien. Il y a les Rappé, il y a les Bouchard, où on rentre dans cette famille. Eh bien, dans ce monde très compliqué, il y a des cœurs qui battent.
Alors j'espère que c'est ce qui va peut-être sauver, l'humanité, à un moment où la planète explose de tous côtés, où, avec l'environnement, on ne sait pas ce qu'elle deviendra dans quelques années. C'est vrai que ce qui peut nous sauver, c'est le regard qu'on porte vers l'autre et le battement de nos cœurs, de notre cœur, de temps en temps. Et c'est vrai que cet Aurélien qui est malheureux, qui ne ressent pas grand-chose, d'un seul coup, il revit, en fait. Mais oui, Et j'ai voulu, en fait, plus généralement, heu, déclencher un petit peu d'émotion en étant très froid dans la description. Parce que j'ai pas voulu, être larmoyant, ou au contraire, un peu cucu et cetera. non, vous êtes Et factuel. j'ai pas voulu prendre parti non plus, Non. ni pour l'un ni pour l'autre. Et du coup, ça me fait plaisir de voir quand même que en lisant, on peut ressentir un petit peu, une parcelle d'émotion pour cet Aurélien ou pour Mehdi. On va dire peut-être un mot de Mehdi quand même. Oui, Donc il est, né d'un père, d'origine égyptienne, enfin égyptienne, ouais. égyptien, une mère marocaine. Heu, Finalement, il est pas très, marqué par son enfance, même si on voit qu'avec son père, ça n'a pas été toujours facile Ah bah, c'était la gifle, hein. et son père n'est pas pour rien dans les faits qui sont reprochés, Ouais. à Mehdi aujourd'hui. Mais, il n'est pas très, comment dire? Clanique et cetera, mais il Non. va être forcé de rencontrer des gens qui vont le défendre et ces gens qui vont le défendre, eux, vont être assez radicaux. Et par exemple, à un moment, il va croiser la route d'un militant, raciste, anti-islamophobie et cetera, qui lui est très radical et il va se laisser encore une fois, mener sans pour autant être certain que ça recouvre bien ce qu'il voudrait dire et ce qu'il voudrait faire. D'autant que l'imam, en qui il a confiance, parce que ça a été un peu son éducateur, parce que leurs chemins se sont croisés Mmh. et l'imam lui dit: «Mais tout est politique» et à ce moment-là, on a un changement complet de paradigme d'une certaine façon. Voilà, ce qui dans la situation, on est tous un peu, repliés sur soi. C'est vrai qu'il y a quelques phares qui sont, pour certains la religion, pour d'autres, le féminisme, accru, pour d'autres, la politique et finalement, c'est pas du tout un livre politique, mais ça en devient presque un traité politique. C'est pour ça qu'à un moment, je fais apparaître le maire de Reims, Oui, qui n'est pas tant politique que ça, mais qui, finalement la politique amuse et quelque part, il représente la visée du livre qui est de montrer que toute action, toute accusation, tout même sentiment est politique. oui, alors ça va très, très loin parce que mais moi ce que j'aime beaucoup, c'est que d'un fait divers, un truc simple, une engueulade entre un homme et sa femme, bon, ça devient une guerre mondiale. Enfin, on est comme dans le Presque, oui, on absolument. on est comme dans le Roi Lear, hein, on est comme dans une tragédie de Shakespeare, c'est-à-dire qu'on part d'un fait intime, enfin qui se passe, dans un salon, domestique, je veux dire et puis, ça devient un truc énorme parce que ça nous échappe avec les réseaux sociaux, avec le club de foot, la réputation du club de foot. Il y a finalement presque des phénomènes qui arrivent sur le terrain de foot pour empêcher pour empêcher donc on va dire que Mehdi, s'est blessé à l'entraînement pour éviter de le faire jouer parce que sinon ça fait un scandale dans les tribunes et que Non, mais et c'est qu'on a vrai que tous les ultras qui s'y mettent aussi. mais c'est vrai qu'on passe d'une société, assez libérale, où finalement chacun faisait ce qu'il voulait, ça a duré jusqu'aux années, 80-90, à une société quasiment dictatoriale, où, chacun veut imposer son point de vue à l'autre, Mmh. sans même savoir si son point de vue est exact, sans même savoir ce que l'autre ressent. Mais, il y a l'impérium et là, c'est effectivement la militante féministe et les femmes qui sont avec elle, qui veulent interdire, la présence sur le terrain de Mehdi Azam sous prétexte qu'il est accusé je pense que c'est comme ça que ça marche en ce moment, Mais quoi. c'est pire que l'œil était dans la tombe et regardait qu'un. C'est presque à ce niveau-là, oui. Parce qu'on est sans arrêt sous une menace. On est sous la menace et sous, quasiment le réquisitoire. Je vais parler Absolument. en forme de justice, mais c'est vrai, que et c'est en ça que ça peut rejoindre Anatomie d'une chute, effectivement. C'est-à-dire qu'un fait divers devient maintenant, un acte d'accusation. Oui. Et tous les gens qui n'en ont cure de cet acte d'accusation sont accusés, comme je disais tout à l'heure sur la militance, sont accusés de complicité. Et si on ne veut pas, paraître complice, il faut repousser l'autre, repousser le vilain petit canard, s'en détourner et le laisser seul, dans la vase ou dans la gadoue.
Alors, on va pas tout raconter, mais vous arrivez quand même, parce qu'on se demande comment, à quel dénouement on va arriver, parce que plus on avance, plus on plonge, je dirais d'une certaine façon. Et là, on va avoir une sorte de face-à-face de western, C'est un peu euh, ça, oui. ouais, sur un fait divers, dans un moment extrêmement silencieux, dans une petite bourgade de province, ou En alors Bourgogne, ouais. en Bourgogne, où tout est silencieux. Et il y a les flics, il y a les CRS, il y a tout le monde, enfin bon. Et il va se passer un regard, peut-être. C'est exactement ça. En fait, j'aurais pu faire une fin beaucoup plus spectaculaire, en fait, Ah ben, elle l'est. avec des actions plus massives, et cetera, et en fait, la fin, c'est exactement ça, c'est le regard qui s'ouvre, en fait, Ouais. sur le passé des protagonistes et donc sur la filiation, les parents, les enfants, et cetera. Sur l'autre, c'est un regard qui cherche à comprendre soi-même et soi-même par rapport aux autres, et c'est ça que j'ai voulu. J'ai voulu que la chute du livre soit un regard qui s'ouvre. C'est bien vu parce que c'est exactement ça. Mais quelle bienveillance, Eric Alphen. Quelle bienveillance d'auteur. Moi, insensé qui croit que tu n'es pas moi, disait Victor Hugo. Mais il y a cette espèce de générosité qui fait un bon livre, que vous avez et que vous développez tout au long de votre livre qui s'appelle Division, au pluriel, chez Bûcher-Chastel, Eric Alphen. On sent cette extraordinaire humanité qui sort de votre livre. C'est ce que j'ai voulu, en tout cas, qu'il en résulte, parce que même chez les gens déçus, même chez les gens seuls, même chez les gens qui sont des recalés de la vie, même chez les gens qui sont accusés, j'espère qu'il peut rester au moins une trace d'humanité. Et cette humanité, celui qui ouvre le regard, qui ouvre l'œil et qui étend le regard, peut la voir, peut la discerner. Et c'est ça que j'ai voulu effectivement montrer. Je vous cite encore. Une complémentarité, c'est bien, c'est même souvent essentiel dans un couple. Mais là, vraiment, les différences s'accumulaient au point qu'il ne s'agissait plus d'une complémentarité, mais d'une opposition. Il était musulman, pas elle. Il était citadin, pas elle. Il appréciait l'étude, les livres, la réflexion, tandis que la jugeote n'était pas, tant s'en fallait, ce qui dominait en elle. Intériorité faite homme, Mehdi privilégiait le calme, la solitude et le repli sur soi, ce qui, d'ailleurs, était perçu dans le monde du football. Quand Jessica, au contraire, avait besoin d'une dynamique sociale intense, succession de mouvements et d'émerveillements, de rires qui traversent la nuit, de paillettes, rien d'anormal d'ailleurs pour une jeune fille de son âge. Mohamed avait essayé de parler à son fils de l'incompatibilité entre les deux caractères en vain. On voyait à présent les résultats de son aveuglement. La vérité parvient à se manifester même si on ne veut pas la regarder en face. Voilà, ouais. Alors c'est Mohamed qui parle, c'est le père de Mehdi Azam, Ouais, par qui la chute arrive finalement, parce que au bout d'un moment, quand on retient trop les choses, elles finissent par sortir. Et c'est ce que se dit Mohamed. Mohamed, c'est un personnage un peu curieux, en tout cas dans mon œuvre. C'est quelqu'un qui ne dit rien. C'est quelqu'un qui va voir toutes les semaines jouer son fils oui, sans même que son fils le sache, sans se montrer. qui reprend après son train pour rentrer en région parisienne, qui n'échange que très peu, y compris avec sa femme et avec ses enfants. Et en même temps, à un moment, c'est par lui que peut-être un bout de vérité va essayer de se glisser parmi des monceaux d'obstacles et de contretemps. C'est un peu l'avatar du prophète. C'est un peu l'avatar du procès. Alors j'aime beaucoup votre humour de narrateur, je vous cite, la nuit était étonnamment claire pour ceux que ça intéresse. Oui. Et l'on sent que vous vous amusez à décrire vos personnages et aussi leurs travers. Parce que c'est ça la littérature en fait, hein. Mais oui. C'est vraiment trouver du charme dans un personnage qui n'en a pas beaucoup. C'est trouver des explications à des actions ou des pensées qui ne sont pas compréhensibles immédiatement. Et c'est ça que moi j'aime en tant qu'écrivain, en fait. Et c'est délicieux. Merci Eric Alphen. Je rappelle votre roman Les Divisions, publié aux éditions Bûcher-Chastel. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch, François Dieudonné et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain c'est mercredi. Nous irons au cinéma et nous évoquerons pas moins de 6 films. Actualité oblige. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.